Oui, donc bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Alors, concernant les vidéos que j'ai fait l'année dernière et même les années d'avant, il y en a certaines que je n'ai pas apporté de réponse. Notamment, je prends quelques exemples, l'affaire de la maison qui est construite sur un terrain d'autrui, c'est-à-dire qui dépasse sur la propriété du voisin. Donc je vous rassure, on va vous faire un compte rendu. Je pense qu'on n'aura besoin de faire qu'une vidéo, elle sera très détaillée. C'est bien une réalité, simplement il y a des avocats, comme je vous l'ai dit, quand il y a des avocats sur les affaires, je laisse le travail des avocats se faire, parce que lorsqu'il y a un passage au tribunal, on doit respecter la justice. Donc la vidéo, bien entendu, elle se fera qu'après. Pareil pour l'affaire de la Mayenne, l'affaire Cellier, où le troupeau a totalement été volé, il n'y a pas que le troupeau qui a été volé d'ailleurs. Ça, pareil, vous aurez une vidéo très précise lorsque les avocats nous autoriseront à parler, parce qu'on n'est pas là pour perturber le cours de la justice. On doit utiliser les réseaux, mais de façon raisonnable. Pour ce qui concerne les assemblées générales qui se sont tenues, pareil, vous aurez les comptes rendus lorsque les adhérents seront disposés et qui me feront le compte rendu ou qui viendront l'expliquer avec moi. Donc là, aujourd'hui, le thème de ma vidéo, j'ai pas beaucoup parlé d'Europe, un petit peu, mais très peu de l'Europe, et on m'a demandé de parler un peu des conséquences de la politique européenne sur le modèle agricole. Alors bien sûr que la politique européenne a un impact direct sur le modèle agricole. Alors ce que je voudrais d'abord rappeler, c'est que toutes les économies au monde, c'est un peu moins vrai de l'Angleterre, parce que c'était les premiers à démarrer avec le commerce à l'international. C'était une des premières puissances mondiales à l'époque où le commerce s'est développé à tout va, à travers les mers. Donc c'est un peu moins vrai pour l'Angleterre. Mais sinon, et c'est des propos partagés par un économiste comme Jacques Sapir et bien d'autres, toutes les économies du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Australie, que ce soit le Japon, que ce soit nous, les Européens, à un moment donné, pour développer nos économies, on a utilisé le protectionnisme. Il faut une dose de protectionnisme. Le libre-échange à tout va ne fonctionne pas. Et on le voit bien. Donc je vais vous mettre dans le lien. Vous verrez, il y en a très très long. Je ne vais pas vous lire toutes les résolutions qui ont été prises. Mais tout ça pour vous dire que le protectionnisme, par exemple, je retrouve une date, là, 1892, rétablissement des tarifs douaniers protectionnistes en France. Loi Méline. Hein, les Américains se sont beaucoup protégés avec le protectionnisme. Et nous, bon, je vais démarrer à partir de l'Europe de Maastricht, 92, hein, que Jean-Pierre Chevènement appelle à juste titre, non pas Maastricht, mais Maastricht, parce que c'est sûrement le coup de trick. Alors, bien entendu que ça a un impact terrible sur l'agriculture. Pourquoi ça a un impact terrible? Pas que sur l'agriculture, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que tous ces accords de libre-échange sont venus, globalement, on a été perdants. Il y a les gagnants et les perdants de la mondialisation. Il y a les gagnants et les perdants du libre-échange. Les grands perdants du libre-échange, ben, c'est bien sûr les paysans. Là, je parle d'agriculture. C'est pas vrai que pour les paysans. Hein, c'est vrai pour d'autres petites PME. Mais quand il y a du libre-échange comme ça, automatiquement, c'est facile à comprendre. Aujourd'hui, on ne peut plus dévaluer notre monnaie, puisqu'on n'est plus propriétaire de notre monnaie. On est lié à une monnaie européenne qui s'appelle l'euro, qui est une monnaie commune qui s'échange au taux de 1 pour 1, mais qui n'est pas une monnaie unique. Hein, parce qu'il y a l'histoire des balances des paiements avec les soldes de Target 2. Donc c'est une monnaie qui est surévaluée par rapport à l'économie française, qui est sous-évaluée par rapport à l'économie allemande, pour prendre que cet exemple-là. Et donc le problème de ce libre-échange, de tous ces traités qui ont eu et qui continuent de libre-échange, c'est qu'on met en compétition, là on parle de l'agriculture, donc je vais vous parler des paysans, mais on met un paysan qui produit des canards, des lapins, peu importe, du lait ou des cochons, on le met en compétition à travers les continents. Donc que se passe-t-il? C'est très simple. Comme vous n'avez pas les mêmes réglementations, vous n'avez pas les mêmes coûts de production, vous le savez, parce qu'il n'y a pas les mêmes charges sociales, il n'y a même pas les mêmes monnaies, parce que quand on sort de la zone euro, mais même si on reste dans la zone euro, les économies ne sont pas les mêmes. L'économie du Portugal ou l'économie de l'Italie n'est pas l'économie française.
Vous le savez très bien. La richesse créée par les pays n'est pas la même. Donc, quand on met des traités de libre-échange comme ça, sans dose de protectionnisme, sans régulateur, eh ben, ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises ou tous les services, l'industrie de services qui travaillent autour du monde agricole, elle est ce que j'appelle rémunérée sur la base d'un produit intérieur brut territorialisé. Ça veut dire quoi en langage clair? Ça veut dire qu'un comptable, un vétérinaire, l'administration française, elle va travailler en franco-français, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas délocaliser une direction départementale des territoires, vous ne pouvez pas délocaliser un vétérinaire. Si vous devez faire intervenir un vétérinaire dans votre exploitation, vous ne pouvez pas faire intervenir un vétérinaire indien. Le temps qu'il vienne, votre vache sera morte. Donc c'est des services que vous ne pouvez pas mettre en compétition à l'international. Donc que se passe-t-il avec le libre-échange? Le libre-échange tire vers le bas des gens comme les paysans, parce que nous on est sur un territoire donné. Vous n'allez pas emmener votre ferme, demain matin vous n'allez pas prendre votre ferme et puis l'emmener en Inde. C'est pas possible. Vous n'allez pas déplacer vos bâtiments et vos terres. Donc vous ne pouvez pas jouer sur le même registre que ceux qui sont des industries de services. Donc, c'est un véritable massacre parce que sans protectionnisme, sans régulation, il faut revenir avec un modèle. Vous verrez dans le lien que je vous ai mis, il y avait la charte de la Havane qui fonctionnait très très bien. C'est une conférence qui s'était tenue à Cuba et ça s'appelait les non-alignés. Et c'était du libre-échange mais réciproque, avec la primauté du politique sur l'économique. Alors que là, c'est l'économique qui prend le dessus. Comme c'est l'économique qui prend le dessus, je dirais que c'est au moins 10 ans social, quitte à même faire travailler des enfants pour produire certaines matières premières. Donc c'est la raison pour laquelle on est dans un échec total au niveau agricole et qu'on perd totalement notre souveraineté agricole. Alors, il y a un rapport, je vais vous le mettre en lien, qui a été fait par le haut commissaire au plan, M. Bayrou, qui s'inquiète, qui dit qu'il y a 5 crises majeures dans l'agriculture. Alors, il parle du changement climatique. Il dit que le changement climatique va être dramatique pour l'agriculture. Alors, le changement climatique, je vais répondre point par point. Il est lié à la reconnaissance demain de nos coûts de production, si on veut nous les reconnaître, et au modèle agricole qu'on va développer sur les territoires. Parce que le changement climatique, certes, on va le subir. Mais si on installe des réseaux d'irrigation où c'est possible, où c'est rentable, avec une valorisation des produits, parce que où c'est pas rentable, c'est pas la peine de faire 10-15 passages d'irrigation, ça sert à rien. Stocker l'eau, oui, mais pas dans n'importe quelle condition, et pas en pompant dans les nappes, en revenant sur le bon sens, en stockant sur les bassins versants, comme c'était avant 1992, avant que Dominique Voynet mette cette fameuse loi. Stockage sur des bassins versants. Et pour irriguer, mais pas n'importe quoi. Donc, climatique. Ensuite, il dit, dans son rapport, je vous le mets en lien, il est très inquiet des actifs agricoles, du renouvellement des générations. Bon, je vais vous dire les autres inquiétudes qu'il a, parce que tout ce qu'il a dit, il y a une seule réponse. Donc, il est inquiet du renouvellement des générations. Il est inquiet, il dit que d'un point de vue sociologique, les paysans sont très 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 atteints et très perturbés. Voilà, les paysans sont perturbés. Donc inquiet du renouvellement des générations et inquiet de la baisse de notre perte de compétitivité au niveau des exportations agricoles. Mais monsieur Bayrou, tout ça c'est lié. C'est lié, s'il n'y a pas le renouvellement, les jeunes, quand je vois toutes les publicités qui sont faites pour installer des jeunes, mais ça sert à rien de faire des publicités pour installer des jeunes. Tous les paysans dans les exploitations sont capables d'installer leurs enfants, puis des jeunes partout. Il n'y a qu'une réponse à ça. Ça s'appelle la rentabilité. Ça s'appelle sortir des traités de libre-échange, sortir de cette dictature européenne imposée par l'Europe. On le voit bien avec aujourd'hui ce qui se passe avec l'électricité, où c'est un non-sens total économique. Il faut sortir de cet accord européen, comme ont fait le Portugal et l'Espagne. Nous, il faut sortir des accords de libre-échange. Il faut faire des échanges, mais dans la mesure où on a une dose de protectionnisme, et c'est des échanges à égalité, pas des échanges dans des conditions comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de renouvellement. Alors, M. Bayrou, il doit quand même être un petit peu au courant. Il doit savoir que la variable d'ajustement,
ça a été les paysans. Et c'est tellement vrai que le gros de la restructuration, il y avait plusieurs millions de paysans après la guerre, il s'est fait, le gros des troupes sont partis entre les années 60 et les années 80. Des années 80 aux années 2000, on a fortement restructuré les coopératives et les industries agroalimentaires. Hein, et des années 2000 à venir aujourd'hui, 2022, hein, on est tombé dans la financiarisation de l'économie et des industries agroalimentaires avec des entreprises chez nous rattachées à la FNSEA qui sont rendues à la French Tech. Donc voilà le résultat. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces traités de libre-échange? Eh ben, le paysan, c'est devenu plus qu'un numéro sur le terrain, puisque 1,4% des industries agroalimentaires font 80% du bénéfice de l'ensemble des activités sur le territoire français. Donc vous voyez un peu. Et sachant que dans ces 80% de bénéfices, une partie de ces multinationales-là exportent beaucoup de produits à l'étranger, Europe et hors de l'Europe. Donc si vous voulez, l'agriculteur, lui, ben, il n'est pas en position de force, puisqu'il est mis en compétition par l'agroalimentaire. Et ensuite, les grandes surfaces, pareil derrière, c'est des plateformes. Ils peuvent acheter les choux-fleurs, les haricots verts, la viande bovine en Belgique, en Hollande. Ils peuvent le faire venir du Canada, peu importe, Amérique du Sud. Donc si vous voulez, le rapport de force avec ces traités de libre-échange, sans régulation du politique, sans protectionniste, bah, il vous suffit d'un clavier d'ordinateur, et puis vous mettez le paysan du nord de la France ou du sud de la France, vous allez le mettre en compétition avec des gens sur la planète. Voilà. Donc après, comme tout ça s'est resserré, nous, sur le terrain, on se retrouve avec quelques acteurs pour nous ramasser nos produits. C'est ce que je vous ai déjà expliqué. C'est Bigard qui détient les abattoirs, en gros, en bovin. Il en tient une grande partie en porc. Le reste des abattoirs en porc, c'est la Coperle. Les petits veaux, c'est les deux Hollandais, Vendry et Denkavit. La volaille, c'est le groupe LDC. Le lait, c'est Lactalis, Sodial, un petit peu Agrial, quelques intervenants. Hein. Donc c'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est tellement vrai que dans les semaines à venir, quand je vous ferai d'autres vidéos et qu'on sera prêt au niveau des comptes rendus des assemblées générales, nous on a connu au moment de l'appli nationale, lorsqu'on a fait pression pour reprendre la main sur les industriels, pour reprendre notre carnet de factures, pour imposer notre réel coût de production. Lorsqu'on allait dans les assemblées générales, les collègues de mon département s'en rappellent, dans des assemblées générales de coopératives ou de chambres d'agriculture, hein, on nous envoyait les gendarmes. Voilà, autour de la salle, il y avait 2 staffettes de gendarmes. Voilà ce qu'on nous envoie lorsqu'on vient demander des comptes. Hein, par exemple, lorsqu'il y avait l'intervention de M. Vincent Châtelier, on nous avait envoyé les gendarmes. Voilà, là je vous parle de 2009-2010, mais ça continue après. 2011, 2012, 2013. Donc, d'après vous, pourquoi des paysans comme nous, qui sommes associés coopérateurs, détenteurs de capital social, c'est nous qui finançons les chambres d'agriculture à travers nos impôts directs et indirects, pourquoi ils ont besoin des gendarmes pour tenir la salle, pour tenir l'assemblée générale? Ça veut bien dire que le loup est dans la bergerie et qu'il y a bien une partie de notre valeur ajoutée, je vous le rappelle, entre 30 et 53%, qui part dans ces maillons-là, de l'agroalimentaire. C'est bien à l'agroalimentaire qu'on a affaire. C'est pas à Michel-Édouard Leclerc, parce que Michel-Édouard Leclerc, lui, après, il fait un bras de fer avec ces gens-là de l'agroalimentaire. Mais nous, ceux qui nous achètent notre lait, nos lapins, nos poulets, nos canards, nos vaches allaitantes, même le vin pour ceux qui font du vin en coopérative, c'est bien les multinationales des coopératives agroalimentaires privées ou coopératives. C'est la même chose. De toute façon, c'est les mêmes maillons, ils ont des liens, ils se recroisent après, pour la plupart. Il y a très très peu de concurrence entre eux. Donc bien sûr que l'Europe de Maastricht a accentué la situation. Parce que plus il y a de traités de libre-échange, plus les gens qui sont en position de faiblesse sont écrasés. C'est facile à comprendre. Les multinationales qui ont regroupé les volumes, qui ont mis la main sur les outils de transformation avec l'aide de l'État, n'oubliez jamais ça, avec l'aide des politiques, des gouvernements de droite, vous savez, tout ce qu'on a eu, le RPR avant, hein, ce qu'est les Républicains aujourd'hui, mais le RPR, l'UDF, M. Bayrou,
Hein? Et puis toute la gauche plurielle, à partir de François Mitterrand, ils ont contribué à enlever les abattoirs municipaux. On avait des abattoirs municipaux, ils n'ont rien fait pour garder un système et de ne pas tomber dans les mailles de ces grosses sociétés privées ou coopératives. Ils ont démantelé le modèle agricole, comme ils ont démantelé l'EDF pour l'électricité, comme ils démantèlent la SNCF, ils ont qu'un mot à la bouche: libre-échange, libre-échange, libre-échange. Eh ben, on voit où ça nous mène, le libre-échange. Ça nous mène qu'on perd notre souveraineté alimentaire, on est dépendant de plus en plus de produits agricoles, hein, plus de 50% des fruits et légumes, le mouton, j'en parle pas, hein, et voilà, à chaque étape, et là quand on va aux assemblées générales, je vous ferai les comptes rendus des assemblées générales, les gars ils y ont été, que ce soit en lapin, en volaille ou en lait, hein, je vais tout vous regrouper en même temps lorsque je vais vous parler des AG des assemblées générales. Vous savez ce que c'est les assemblées générales? Les gars m'ont fait déjà des petits premiers comptes rendus. Les gars, ils croient assister à un enterrement. Vous savez, quand on va à un enterrement, quand on enterre un proche de sa famille, les assemblées générales, c'est devenu des enterrements. Voilà. Et puis il y a les staffettes de flics autour de l'assemblée générale pour voir si les petits soldats, ils vont pas se manifester. Bon, voilà où on est arrivé. Donc, bien sûr que ça ne peut pas fonctionner, ce système-là. Et on continue, et on continue, et on continue. Alors, je terminerai ma vidéo sur un petit mot des retraites, parce qu'il est beaucoup question des retraites. Alors, sachez que, justement, le modèle agricole, il avait été fait, les gars, pour que les petits soldats, ils investissent en permanence pour pas payer des MESA, Mutualité Sociale Agricole, les cotisations sociales. Pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, hein, ceux qui sont salariés, ils payent sur leur salaire. Nous, nos cotisations sociales, c'est au revenu. Donc, les comptables, rappelez-vous, la plupart, faisaient investir les gars en permanence hein, dans l'exploitation pour grossir les exploitations, changer les tracteurs, etc., etc., hein, pour finalement pas présenter un revenu agricole le moins important possible pour pas payer des MESA. Bon, voilà. Donc ça a été au service de l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Plutôt que de nous rentrer dans le régime général, où l'assiette aurait été plus large, hein, et on aurait eu un déficit moins important si on était rentré dans le régime général. Mais peut-être que si on était rentré dans le régime général, aurait fallu qu'on cotise comme les gens du régime général, hein, pour avoir une retraite digne de ce nom. Mais c'était bien calculé pour enrichir l'industrie agroalimentaire et l'agro-industrie, tous les vendeurs de matériel en tout genre, faire investir les paysans en permanence. Et résultat des courses maintenant, hein, c'est qu'avec la loi Chassaigne, bon, de toute façon ça servait à rien de payer 15-20 000 euros de moyenne des MSA, parce que celui qui a payé 4 000 euros des MSA, il va se retrouver au même niveau que celui qui a payé 15-20 000 euros de moyenne. Pourquoi? Comme vous le savez, les retraites agricoles, elles sont catastrophiques. Bon, très bien. Il y en a, on en retrouve même en dessous 600 euros. Bon, d'accord, hein, après avoir travaillé plus de 40 ans. Alors, je précise, retraite à taux plein, avec les critères d'aujourd'hui, ceux qui sortent aujourd'hui, il faudra avoir cotisé 42 années dans le régime agricole ou additionné à un autre régime. Mais il faut bien ce qu'on appelle la retraite à taux plein, c'est-à-dire aujourd'hui 42 années. Demain, ça sera peut-être plus. Bon. Ceux qui auront une retraite à taux plein, la loi Chassaigne va remonter tout le monde à 1040. En langage clair, celui qui a payé 20 000 euros de moyenne, qui se retrouvait, je prends un exemple, hein, mettons à 890 euros, il va monter de 890, on va le porter à 1040. Mais celui qui a payé que 5 000 euros par an, je parle par an, hein, 5 000 euros par an, qui lui, par exemple, avait un mode de calcul à 670 euros de retraite, et ben lui, de 670 euros, il va remonter à 1040 aussi. Voilà. Ça, c'est la loi Chassaigne du député communiste André Chassaigne qui a été fait pour remonter les faibles retraites. Donc, conclusion, celui qui a cotisé plus, il a cotisé pour des cacahuètes. Mais, quand même, ne perdez pas de vue que nos cotisations ne couvrent pas notre régime. On est financé par le régime général, hein, par la sécurité sociale et par les impôts des Français. Hein. Alors avant, c'était sur 15 milliards, on n'en donnait que 3. Ça a baissé, parce qu'il y a moins de retraités, il y en a qui décèdent, hein, mais le ratio, il est toujours le même. Hein, il est toujours le même. On donne 2,9 milliards, le reste, ça vient des impôts des Français et du régime de la sécurité sociale. Donc,
pour terminer ma vidéo, est-ce que nous, paysans, comme tous les travailleurs manuels, il est souhaitable de rallonger l'âge de la retraite? Bah sûrement pas. Sûrement pas, parce que les gens pourront plus travailler. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'en agricole, les gens pourront plus travailler si on recule l'âge de la retraite. Vous savez très bien que tous les métiers manuels, les maçons, vous savez bien dans quel état sont les gens, ils peuvent plus travailler. Bon, simplement ceux qui sont sur les plateaux télé, remarquez, c'est pas des gens qui ont des travaux physiques et qui ont des travaux manuels. Ceux-là, ils n'ont pas accès aux plateaux télé. Alors simplement, pour être très clair, une fois qu'on a dit ça, bien sûr qu'il faudrait bloquer la retraite à 60 ans pour tous nos métiers. Mais ensuite, il faut trouver le financement. Pour trouver le financement, il y a une proposition, on les a les solutions, ils ne vont pas les exposer à la télé, mais on les a. Si vous voulez, les retraites, c'est 340 milliards, ça représente 13,5% du produit intérieur brut de la France, de la richesse produite par notre pays. Donc 13,5%, c'est pas grand-chose. Faut augmenter, faut monter à 15%, s'il faut prendre 15% de la richesse produite au lieu de 13,5%, eh ben, on va équilibrer les retraites et les gens pourront partir à 60 ans. Simplement, pour faire ça, à partir du moment qu'on est en compétition sur de l'exportation, pas que sur de l'agricole, sur de l'industrie et tout le reste, dans la mesure où les autres, au niveau européen, il faudrait que ce soit un projet européen, hein, qu'on fasse un peu de social et qu'on respecte l'humain avant de penser au fric. Le problème, c'est que si on est les seuls à le faire, bah, automatiquement, on n'a pas notre monnaie, on est lié à l'euro, on va mettre 15% ou 16% du produit intérieur brut pour les retraites, ce qui serait pour moi souhaitable, pour qu'on parte à la retraite autour de 60 ans. Simplement, si les autres le font pas, hein, l'impact qu'on va mettre sur la richesse produite dans notre produit intérieur brut, automatiquement, il va avoir un impact sur la marchandise qu'on va échanger, sur tous les échanges qu'on va faire, en langage clair, sur la compétition, entre nous déjà, pays européens, et au niveau international. Donc, c'est le modèle économique qu'il faut revoir. Mais le modèle économique, pour le revoir, il faudrait au moins plusieurs chefs d'État qu'embrayent le pas. Et ils n'ont pas l'air d'être décidés d'embrayer le pas pour respecter davantage l'humain, nous faire travailler, arrêter plus tôt, faire des heures, oui, ça, on est prêt à travailler, mais jusqu'à 64-5 ans, dans beaucoup de métiers, ça ne sera pas possible. Alors, le danger de ça, je vais vous le dire, c'est que si elle passe cette loi, dans les métiers difficiles, on ne pourra pas travailler jusqu'à 65 ans ou 66 ans, vous le savez. Donc c'est déjà le cas d'ailleurs, les gens sont en arrêt. Donc les gens vont être en arrêt, mais ce qui va se passer, c'est que si on est en arrêt, hein, ouvriers comme nous, hein, paysans, peu importe, lorsqu'on va être en arrêt, ça ne sera pas considéré comme une retraite à taux plein. Et ce qui va se passer, c'est que quelqu'un, par exemple, qui doit sortir avec 1200 euros, ben, il va sortir avec 1100 ou 1050 euros. Il va perdre 150 ou 200 euros par mois parce que les 3 dernières années, il aura été en arrêt maladie. Voilà. Moi, c'est ce que je crains. Voilà. Donc, des solutions, oui, il y en a. Il faut le prendre sur la richesse produite parce que vous savez très bien que le prendre que sur le travail, que sur les cotisations, les heures travaillées, c'est une erreur. Parce qu'au départ, ça a été démarré comme ça. Mais avec les machines aujourd'hui, avec l'industrie, avec la mécanisation, les machines nous permettent à un homme de produire beaucoup plus de richesse en une journée de travail que si on remonte aux années 60. Donc il faut trouver un mécanisme pour faire payer la richesse produite du pays. Et entre guillemets, à travers ce biais-là, faire payer les machines. Parce que si on prend que sur les cotisations sociales des gens qui emploient de la main-d'œuvre, ben c'est pas juste. On étouffe les PME et les gens qui embauchent. Et au bout d'un moment, on est dans le couloir d'étranglement. Donc faut mettre en place un autre système pour les cotisations retraite et le prendre sur la richesse produite du pays. Mais pour cela, faut pas être le seul État à le faire. Alors peut-être qu'on peut être les premiers pour entraîner les autres, mais je ne suis pas sûr que ça soit la volonté aujourd'hui de nos dirigeants. Donc, je vous remercie, à méditer. Donc moi, je vous fais ma conclusion. Non, l'Europe, telle qu'elle est là, avec les traités de libre-échange, elle nous a enfoncés. De toute façon, vous le voyez bien. Vous voyez bien que dans les campagnes se vident, parce qu'on ne peut pas tenir des prix agricoles dignes de ce nom. Et c'est clair que les traités de libre-échange jouent énormément, c'est même la plaque tournante pour appauvrir les paysans. Merci et à bientôt.